Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cet après-midi de réflexion, de travail sur la France face aux grands défis géostratégiques. Quelques mots juste pour vous dire que le monde considérait qu'il était naturel que nous organisions à quelques semaines d'un scrutin important ce débat sur la France face aux grands défis géostratégiques, que c'était d'autant plus naturel qu'en fait, désormais, c'est une tradition j'espère que nous pourrons maintenir, poursuivre longtemps. Nous avons, avec la Fondation pour la recherche stratégique, ce partenariat, c'est la 3e manifestation de ce type que nous organisons, 3e année de suite. Nous l'organisons cette fois-ci à l'occasion de la publication samedi dans le journal de ce supplément géopolitique, qui est l'un de nos nouveaux cahiers hebdomadaires, l'un des cahiers qui rencontre un grand succès et qui chaque semaine parle de géopolitique. Ce cahier était, vous l'avez vu sans doute, ou je l'espère, consacré à la politique étrangère, au dossier du prochain président. Alors c'est un peu le thème de notre après-midi, avec différents intervenants de qualité. Je voudrais juste dire quelques mots sur la campagne. La campagne que nous vivons, effectivement, nous l'avons qualifiée samedi, dans ce même journal, d'une drôle de campagne. C'est une campagne qui semble ne pas passionner les Français, qui font part, d'après les sondages en tout cas, d'une certaine déception, d'une certaine désillusion de l'opinion publique. Alors est-ce que c'est parce que c'est joué? C'est peut-être pas aussi joué que cela. Est-ce que c'est parce que la crise économique surplombe tout le reste? En tout cas, ce qu'il y a de spectaculaire dans cette drôle de campagne, c'est que finalement, on a le sentiment qu'aucun des grands enjeux ne sont débattus, alors même que, si on regarde les candidats, les déclarations, les sujets, les programmes des candidats, ils sont évoqués. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, nous consacrons la une au social. Et c'est vrai que le droit du travail, qui sera sans doute amené à évoluer dans les mois ou dans les années à venir, n'est absolument pas débattu dans la campagne. De la même manière, rappelez-vous, il y a 5 ans, au centre de la campagne, il y avait ce qu'on appelait le pacte écologique. Tout le monde devait se déterminer par rapport à la taxe carbone, par rapport aux EGM, etc. Ce débat, lui aussi, a complètement disparu, on n'en entend pas parler. Je pourrais multiplier les exemples de ces thèmes qui semblent échapper au débat électoral en cours. Et bien sûr, la politique internationale, la politique étrangère, la politique de défense, là encore, ce sont des thèmes qui ne semblent pas prendre une importance dans les débats politiques. Alors là, pour le coup, on peut se dire que c'est assez classique, c'est assez traditionnel. La politique étrangère est rarement au centre des campagnes électorales. Nous avons reçu, il y a 2 semaines, une vingtaine d'ambassadeurs étrangers à Paris pour débattre de la campagne électorale française. Et l'un des ambassadeurs d'un grand pays émergent a fait une très longue intervention pour s'indigner du fait que la relation entre la France et son pays ne soit pas évoquée dans les grands débats politiques à la télévision. On lui a expliqué que ce n'était pas dans la tradition, d'ailleurs ni en France ni ailleurs. La politique étrangère n'intéresse d'ailleurs généralement qu'assez peu les grands candidats. Les candidats, je dirais que si vous vous souvenez, pour prendre le plus récent, le candidat Nicolas Sarkozy en 2006-2007, il avait fait quelques incursions sur ce terrain, mais enfin, c'était vraiment pas au centre de ces problématiques, de ses interventions, de ses promesses. Il avait fait beaucoup de promesses sur beaucoup d'autres sujets, mais il était resté, je dirais, en matière de politique de défense, en matière de politique étrangère, extrêmement discret, en tout cas comme candidat. Et il était, comme on disait, il était ministre de l'Intérieur, et c'était surtout l'Intérieur qui l'intéressait. Et on a néanmoins pu constater que les 5 années qu'il a passées à l'Élysée, il l'a consacré à la politique internationale, à la politique de défense, à la stratégie, une place extrêmement importante. Il s'est avéré, je crois que c'est inutile d'insister, nous le soulignons dans notre supplément, mais également dans notre bilan que nous venons de publier en hors-série sur Nicolas Sarkozy. Il a eu une activité diplomatique, une activité internationale extrêmement intense,
Alors même que, comme candidat, on ne pouvait pas s'attendre à cela. Il est inutile de rappeler le rôle qu'il a joué dans la gestion de la crise européenne, dans la gestion dans le G20, pour la situation en Libye et en Côte d'Ivoire, d'autres encore. Si les candidats évoquent peu le sujet en période électorale, c'est peut-être parce que ce n'est pas la première préoccupation des électeurs. C'est peut-être aussi qu'au départ, ils n'ont pas de grandes convictions sur ce champ-là. Et c'est peut-être enfin qu'il y a en la matière, finalement, et on va voir si c'est le cas, une certaine continuité, où il y a toujours une certaine continuité. Là aussi, Nicolas Sarkozy nous avait annoncé des ruptures. J'en évoquerai deux, mais il y en avait beaucoup d'autres. Nicolas Sarkozy avait par exemple expliqué, et là je crois que c'était une de ses convictions fortes, qu'en Europe, il souhaitait rééquilibrer le couple franco-allemand par un couple ou un trio franco-allemand et britannique, pardon. En fait, il a pendant un an essayé de courtiser les Britanniques et de s'éloigner des Allemands. Je dirais qu'à l'issue des 5 années passées, on ne parle plus que de Merkozy, c'est-à-dire que le couple franco-allemand s'est d'une certaine manière imposé, et en tout cas a joué un rôle très très important dans la gestion de la crise européenne. Nicolas Sarkozy avait également, et je dirais que sa personnalité, son parcours avait amené à penser qu'on allait assister à un rapprochement spectaculaire avec les États-Unis. C'était Nicolas l'Américain. Je dirais que 5 ans après, on voit que ça n'est pas aussi simple. Les relations sont certes de bonne qualité, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu de ce point de vue-là une véritable rupture. Alors aujourd'hui, ce qui évidemment peut surprendre, c'est que et je dirais que les événements de ces dernières semaines le confirment. Nous sommes dans un monde extrêmement mouvant, avec des sources d'instabilité considérables, des sources d'inquiétude aussi, économiques, stratégiques, nucléaires. Et malgré cela, les thèmes n'arrivent pas à s'imposer dans la campagne. On sait que dès l'élection du nouveau président, élection qui devrait... Du 6 mai, dès le 18-19, il y a, comme on le rappelle dans le supplément, la réunion du G8 à Camp David. Il y a tout de suite après, le 21-22, la réunion de Chicago, au sud de l'OTAN. Il y a tout de suite après, en juin, un sommet européen. Donc je dirais qu'il y a une série de grandes réunions internationales au cours desquelles, quel que soit l'élu, il devra très très vite se déterminer sur des sujets importants. Le retrait des forces françaises en Afghanistan, la Syrie, la défense intelligente, le traité européen, la rigueur. Bon, tout cela, évidemment... devrait inciter à peut-être plus de clarification de la part des candidats, mais encore une fois, ça n'est pas au centre des débats. Je pense qu'au-delà d'ailleurs de ces éléments conjoncturels, les événements de ces derniers jours, que ce soit à New Delhi, à Mali ou en Birmanie, devraient nous inciter à considérer que l'international ou ce qui se passe dans le monde peut avoir des effets considérables pour nous. Ce qui se passe à New Delhi, vous avez vu, il y a eu une réunion des pays émergents au cours desquels les principaux pays émergents ont marqué une solidarité, en tout cas vis-à-vis des sujets comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire, et une solidarité nouvelle, et une solidarité qui peut être le signe de nouvelles évolutions des rapports de force mondiaux. Mali, inutile d'insister sur le fait que ce qui se passe pourrait être un facteur de déstabilisation générale pour l'ensemble de la région. Et là aussi, ce qu'il y a de tout à fait intéressant que nous soulignons aujourd'hui, c'est de voir comment plusieurs pays voisins sont en train de s'organiser pour essayer de trouver une solution africaine à cette crise. La Birmanie, c'est là plutôt des bonnes nouvelles, avec les évolutions de la démocratie, mais qui peut là aussi faire évoluer le monde. Bref, je pense qu'une chose est sûre, un nouvel ordre est en train de s'installer. Il peut être facteur de désordre nouveau aussi, même si certains sont des désordres positifs, des désordres que l'on peut juger comme positifs. On peut se demander donc si il ne serait pas souhaitable que les questions internationales, que les questions géostratégiques soient davantage au centre des débats, mais on va essayer de faire avec cet après-midi quelques progrès dans ce sens.
Donc je voudrais encore une fois remercier Bruno Racine, président du conseil d'administration de la Fondation pour la recherche stratégique, de ce partenariat et lui passer la parole. Merci beaucoup Eric. Effectivement, c'est la 3e édition et on ne peut que se féliciter de ce partenariat et qui s'illustre par cette réunion après le magnifique supplément que vous avez fait paraître ce week-end. Alors, le constat selon lequel les questions de politique étrangère ou de défense occupent une place marginale dans les campagnes électorales françaises est assez rituel, je dirais. J'observe d'ailleurs que les milieux culturels se plaignent également de ne pas être au centre de la campagne. Donc ça doit être un trait commun. Mais ça peut avoir du bon et du mauvais. C'est-à-dire que ça peut éviter aussi la cristallisation de positions simplificatrices sur ces sujets. Et donc d'une certaine manière aussi favoriser la poursuite de ce consensus dont nous faisons état, mais peut-être au prix d'une certaine restriction à des cercles plus limités. Ce qui me frappe quand on regarde les trois années écoulées, donc en 2009, nous étions au lendemain du livre blanc sur la défense et la sécurité, l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et les tendances qui étaient déjà indiquées en germe dans les analyses de l'époque, en fait, se sont concrétisées, mais avec une brutalité et une rapidité qu'on ne soupçonnait pas. C'est-à-dire que là où on envisageait des évolutions, notamment dans la hiérarchie des puissances, sur un processus relativement lent, ou en tout cas de moyen terme, semble se réaliser sous nos yeux avec un rythme tout à fait différent. Donc on parle de la crise économique qui était déjà visible, enfin qui a dégénéré en crise de la dette, crise économique, crise sociale, tout le monde sait cela, des printemps arabes évidemment. On voit bien que ce qui était des tendances lentes est devenu la réalité d'aujourd'hui. Alors bien entendu, ce qu'on observe en France comme dans tout le monde occidental, je dirais, Europe et États-Unis compris, la priorité au désendettement et à la réduction des déficits publics est à la fois l'accélérateur de cette redistribution de la puissance économique et même, on peut dire d'une certaine manière, de la puissance tout court. Mais inversement, les nouvelles puissances qui émergent sur la scène internationale, et qui vont plus qu'émerger maintenant, n'assument pas la part des responsabilités collectives internationales que nous aimerions leur voir assumer. On le voit à propos de la Syrie. Et donc ça, c'est une interrogation tout à fait, je dirais, pressante pour la France, qui a longtemps plaidé pour ce fameux monde multipolaire que dans chaque discours officiel, la France appelle de ses voeux. Et donc la question est de savoir si on va vers une sorte de, comme on l'espérait, une sorte de transition organisée et un rythme relativement modéré vers un monde en effet multipolaire mais obéissant à des lois communes, ou si l'on ne va pas plutôt vers un monde apolaire et de désordre généralisé et prolongé. Donc ceci évidemment est aggravé par ce que j'appellerais l'éclipse européenne. Éclipse européenne qui se trouve d'ailleurs, qu'on l'ait voulu ou pas, dans le titre de nos deux tables rondes, où on parle, c'est normal, puisqu'on est à quelques jours de l'élection présidentielle française, la France et son influence dans le monde, etc. Il y a 3 ans, je pense qu'on aurait posé la même question à travers le prisme d'une ambition européenne qui semble, en tout cas dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, aujourd'hui mise entre parenthèses. Et d'ailleurs, votre supplément montre assez clairement que cette éclipse n'est pas une illusion d'optique, mais que la plupart de nos partenaires, en réalité, ont, y compris ceux qui avaient déjà relativement sacrifié leur effort de défense, vont encore plus loin dans cette voie. Donc ceci a aussi une influence sur l'avenir de l'OTAN. Quand le président Sarkozy a décidé de mettre fin à l'exception française vis-à-vis des commandements de l'OTAN, il assortissait cette mesure, ce geste, d'un volontarisme européen, mais pour ma
ma part, toujours été persuadé que le geste en question était une condition nécessaire pour, en effet, relancer une ambition européenne collective, mais condition nécessaire, certainement pas suffisante. Et donc, la réalité est là. Les budgets européens sont tellement... Enfin, l'effort, la place que les Européens vont occuper sur la scène de la sécurité internationale va se rétrécir. Et donc, c'est un problème aussi pour l'avenir même de l'OTAN à l'époque de l'Alliance Atlantique, au moment où, clairement, les Américains eux-mêmes vont s'engager dans un effort de réduction de leurs dépenses militaires et réorientent leurs priorités stratégiques vers l'Asie. Alors, la France donc, et l'Europe vont être soumises à des pressions extrêmement fortes. Hein. En termes de réduction des budgets de part et d'autre de l'Atlantique, on voit des pourcentages considérables, d'où l'idée de mutualiser, d'optimiser la dépense militaire. C'est le sommet de Chicago se préoccupera beaucoup de smart defense, de défense intelligente, avec ce vieux rêve, comment faire plus avec moins de moyens, mais cela va être surtout l'occasion parce que pour les États-Unis aussi, de promouvoir leur industrie auprès de l'Europe dans un contexte de rationnement budgétaire. Et on peut penser aussi que la fin qui s'éternise de la présence occidentale en Afghanistan, avec tous les doutes qu'elle suscite de façon croissante, peut-être risque de sonner la fin, ou en tout cas le déclin de cette idée de Global NATO, d'une organisation atlantique, en quelque sorte mandatée par les Nations Unies, comme bras armé des Nations Unies, pour intervenir un peu partout dans le monde, là où c'est nécessaire. Donc pour la France, on peut dire que les choix vont être très draconiens. Et comme vous l'avez dit, quelques jours après son élection, le chef de l'État sera confronté à des échéances internationales majeures pour lesquelles il devra avoir une position et des idées aussi claires que possible. Je pense que, en tout cas dans le domaine de la sécurité, qui est plutôt celui de la Fondation, quelle sélection dans les objectifs et les moyens à un moment où clairement les esquisses financières, les projections financières qui étaient annexées au livre blanc de 2008 risquent d'être difficilement applicables. Donc quelle politique sélective en termes de choix des moyens? Le livre blanc mettait l'accent sur tout ce qui était anticipation, connaissance, renseignement, etc., sur les besoins opérationnels des forces. Donc si on arrive à remplir si ces deux priorités sont maintenues, ce sera au détriment d'autre chose, avec évidemment l'interrogation également sur l'avenir des forces nucléaires ou la place qu'elles occupent dans notre effort de défense qui sera soumis aux contraintes que vous savez. Donc, dans les domaines en question, même si ça ne vient pas au premier rang du tout de la campagne, les questions seront très douloureuses et les choix qui risquent d'être faits probablement le seront également. En tout cas, je me remercie encore le monde et l'équipe de la Fondation, Camille Grand, tous les chercheurs aussi qui, avec votre équipe du Monde, ont préparé cette journée qui est, j'espère, en tout cas, une petite manière, une façon modeste mais efficace de répondre au constat que vous avez fait de l'absence de ces questions dans la campagne. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Merci. Bien, donc Bien, deux tables rondes donc cet après-midi. Une première animée par Nathalie Nogueret. Donc, je propose aux participants de la première table ronde de venir prendre place. Et merci beaucoup encore à tous. Bonjour à tous. Ça y est. Voilà,
Je suis ravie d'être là. Je m'appelle Nathalie Nogueret, j'écris pour le journal Le Monde. Et j'avais préparé un propos liminaire, mais je crois qu'il est assez inutile à la lumière de ce qui a été dit par Éric Israelevich et Bruno Racine. On a comme intitulé de la première table ronde la question suivante: comment la France peut-elle peser dans les grands débats géostratégiques? On a avec nous trois éminents spécialistes à la fois de zones géographiques et de questions de sécurité internationale, questions de défense. Je vais vous les présenter dans l'ordre de leur intervention. Ils vont parler chacun pendant 10 minutes, un quart d'heure, pas beaucoup, pas plus d'un quart d'heure chacun. Et ensuite, on aura un débat à la fois entre les intervenants et je vous invite à préparer des questions pour la dernière partie de la discussion. À côté de moi, Bruno Tertrais, qui est maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Bruno a été membre de la commission du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, qui avait remis un rapport en 2008, ça a été évoqué tout à l'heure. C'est un spécialiste des questions de prolifération. Alors, c'est un spécialiste des questions qui font très peur: la prolifération nucléaire, les crises, et d'une certaine façon le comportement des États voyous dans le domaine de la prolifération. Bon. Il est auteur de nombreux ouvrages. Son dernier livre s'intitule « L'Apocalypse n'est pas pour demain ». Ou pour en finir avec le catastrophisme, et ça date de 2011. Il va nous dire s'il est toujours d'accord avec ce titre. Comme deuxième intervenant, nous avons Christophe Jaffrelot, qui est enseignant à Sciences Po, qui a été directeur du CERI et qui enseignera à partir de cet automne à Yale et à Princeton. C'est un spécialiste de l'Asie, en particulier de l'Asie du Sud. Là encore, de nombreux ouvrages sur ces thèmes de prédilection. Le dernier s'intitule « Les pays émergents ». Ça date de 2008. Et last but not least, Michel Fouché, géographe, diplomate. Il est directeur de la formation et des études à l'IHEDN. Il enseigne à l'École normale supérieure. Il a un parcours riche. Il a été conseiller du père Védrine lorsque celui-ci était ministre des Affaires étrangères. Il a été directeur du Centre d'analyse et de prévision, ambassadeur en Lettonie. Là aussi, de nombreux ouvrages. Le dernier s'intitule « La bataille des cartes » et il sortira bientôt en anglais. Je lance Bruno Tertrais qui, m'a-t-il dit, va essayer de répondre à la question du débat, ce qui est bon signe. Non, mais ce qui est formidable avec un titre pareil, c'est qu'on peut dire à peu près ce qu'on veut. Mais je précise d'abord, afin de lever toute ambiguïté, que je conteste fort l'expression État voyou. En tout cas, je ne la reprends pas à mon compte, Nathalie. Je considère néanmoins qu'il y a parfois des comportements de voyous dans les relations internationales et qu'il y a parfois des voyous à la tête des États. Ça, oui. Mais la notion d'État voyou me paraît non pertinente. Bon, ceci étant posé, l'exercice auquel je vais me livrer, profitant du fait que je suis le premier, ça sonnera parfois comme en creux, comme un bilan du quinquennat qui s'achève, et c'est normal après tout, puisque nous sommes en période électorale. Parfois, ça sonnera un peu comme un bilan à charge, mais pour aller vite, je dirais que je considère qu'à certains égards, la France a su parfois faire preuve d'un certain nombre de qualités qui sont nécessaires pour peser dans le monde d'aujourd'hui. Je pense notamment à sa réactivité face aux crises. Je pense également à sa disponibilité à utiliser l'outil militaire lorsque ça lui paraissait nécessaire. Alors voilà pour le positif. Maintenant, je vais essayer de voir ce qu'on peut faire de mieux. Comment peser davantage, comment peser mieux, comment faire mieux. Alors, premièrement, un peu plus de cohérence. Je crois que la cohérence de l'action politique dans le domaine international comme ailleurs, c'est quand même pas une qualité négligeable. Lorsqu'on a à traiter avec un pays comme la Chine, par exemple, éviter les zigzags et les volte-face, ça me semble être le minimum pour pouvoir peser vis-à-vis de ce pays. Cohérence aussi, et là c'est l'adresse au futur président, il faut assumer les grandes décisions de l'État. Je crois qu'il faut pleinement assumer la réintégration dans la structure militaire intégrée de l'OTAN qui a été faite en 2008. Là-dessus, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Cohérence aussi dans la forme. Limiter autant que possible le recours à la diplomatie parallèle. Tous les États, tous les gouvernements peuvent avoir cette tentation. Je crois qu'il y a des moments où on en fait un petit peu trop. Ça n'est pas bon pour la lisibilité et la cohérence de l'action extérieure. Deuxièmement, un petit peu moins de paternalisme, un peu plus de modestie.
La France ne sera jamais la Norvège ou les Pays-Bas. Point. Ceci étant posé, un peu moins de condescendance et de paternalisme ne nous fera pas de mal lorsqu'on voit la manière dont, à l'occasion de certains voyages officiels, je pense au premier voyage en Inde de Christophe Jaffrelot, qui n'y est pour rien, mais parce que c'est un spécialiste de l'Inde. Je pense à la manière dont nous avons de nous adresser publiquement à certains grands émergents tels que la Turquie, quels que soient les désaccords qu'on peut avoir avec le gouvernement de M. Erdogan. Je pense qu'un petit peu plus de modestie, un peu moins de paternalisme nous ferait à tous du bien. Troisième, et surtout que ça serait mieux pour que la France puisse peser, défendre ses valeurs et ses intérêts. De même, essayer, troisième point, d'éviter autant que possible trop d'instrumentalisation de notre politique extérieure à des fins intérieures. Les coups politiques, c'est toujours une tentation, j'allais dire presque traditionnelle, mais il y a aussi un prix à payer dans les coups politiques. Par ailleurs, quand on veut être arrogant, il faut en avoir les moyens. Or, je ne suis pas sûr que nous ayons encore les moyens d'être arrogants, si tant est qu'il n'ait jamais fallu qu'on soit arrogant. Lorsqu'on voit aussi certains excès de la diplomatie compassionnelle, c'est ce qu'on fait quand on n'a plus de prise avec le réel. En tout cas, c'est la tentation qu'on peut avoir quand on a moins de prise avec le réel. Quatrième suggestion, un petit peu plus d'Europe quand même. Il y va de la cohérence de notre politique générale. Il y va aussi, bien sûr, du fameux effet de levier qui date, que nous connaissons bien en France et qui fait partie des raisons pour lesquelles nous avons souhaité poursuivre l'intégration européenne. Alors, plus précisément, notre politique vis-à-vis des grands émergents. Je dirais que là où on peut européaniser davantage, c'est vis-à-vis de ce que j'appelle les grands émergents lointains. Je pense que c'est très difficile d'avoir une politique commune vis-à-vis de la Russie lorsque vous avez une organisation, une union politique, où vous avez à la fois l'Estonie, Malte, le Portugal et la Suède. Je pense que c'est très difficile. En revanche, d'une certaine manière, plus un pays est lointain, moins ça devrait être difficile. En tout cas, plus ça serait souhaitable. Je pense pas seulement à la Chine, mais je pense aussi à l'Inde et au Brésil. Un peu plus d'Europe aussi quand même dans la manière dont nous gérons nos relations extérieures de défense. Je crois qu'un des échecs de la présidence qui s'achève, c'est de ne pas avoir poursuivi avec le pari qui nous était annoncé, pari légitime, pari que j'ai d'ailleurs pleinement soutenu, le pari qui nous a été annoncé à l'été 2007, de dire si nous reprenons toute notre place dans l'OTAN, c'est aussi pour faire avancer l'Europe de la défense. On n'a pas, pas le sentiment que nous ayons déployé beaucoup d'énergie à cet effet. Alors, plus d'Europe, c'est aussi éviter le retour à la tentation d'un néo-gaullisme à contre-temps. Nous avons changé d'époque, nous ne sommes plus en 82, nous ne sommes plus en 92 et nous ne sommes même plus en 2002, nous sommes en 2012. Je crois que la France, qui a pour tradition trop souvent dans son action extérieure de se définir par rapport aux États-Unis, que ce soit pour être avec les États-Unis ou contre les États-Unis, je pense que là, il s'agirait peut-être de changer un petit peu de logiciel. Les États-Unis ne sont plus seuls, même si ça reste le primus inter pares, ne sont plus l'hyperpuissance. En même temps, je crois qu'il ne faut pas non plus gémir, comme le font certains, sur une supposée perte de singularité française du fait de son retour dans l'organisation militaire intégrée de l'OTAN. Pour moi, il reste à démontrer que la perception de l'indépendance de la France a souffert de cette réintégration. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis que c'est quelque chose qui, à mon avis, n'a pas été démontré. Ce qui me semble être beaucoup plus important pour peser dans les affaires du monde, c'est d'abord d'essayer d'être exemplaire dans le respect d'autrui. Nous ne l'avons pas toujours été dans notre discours politique, y compris au plus haut niveau, mais aussi dans la conduite des affaires de l'État et aussi dans le respect de l'état de droit. Si on veut que la France reste, comme on le dit parfois, un exemple, je ne sais pas quoi, il y a quelques années, on parlait du nouvel exemple français, c'était Édouard Balladur, je crois. Bon, bref, l'exemple, le phare, le modèle, etc. Encore faut-il être soi-même exemplaire, y compris en termes de respect de l'état de droit chez soi. Alors, il reste que nous avons quand même des responsabilités spécifiques, nous en avons au moins 3, au titre de notre statut à l'ONU, au titre de notre statut dans le cadre du traité de non-prolifération
et au titre de nos accords de défense bilatéraux. Donc il y a bien sûr un équilibre à trouver entre l'européen et le national, et bien sûr il ne s'agit pas de renoncer, y compris pour cela, à nos moyens d'action extérieure autonome. De ce point de vue, bien évidemment, les moyens de l'action extérieure, la diplomatie, la défense n'échapperont sans doute pas à l'effort budgétaire qui devra être demandé après 2012, mais je crois qu'il y a quand même le minimum, si on veut encore peser, c'est d'éviter les coupes sombres dans les moyens qui sont particulièrement, qui ont un rapport coût-efficacité dans notre action extérieure particulièrement intéressant. Et je pense en particulier à la diplomatie. Pourquoi ? Parce que la diplomatie, c'est à peu près 1% du budget de l'État, je crois. Et je dirais que c'est un outil dont le coût-efficacité me semble tout de même assez intéressant. Donc, on pourrait parler encore de l'action culturelle à l'étranger, mais aussi du renseignement et, oui, de la connaissance et de l'anticipation. C'est des moyens qui sont chers à certains d'entre nous, un peu moins chers à d'autres. Mais là, je crois qu'on a aussi des moyens dans lesquels, et je ne parle pas simplement du satellitaire, je parle aussi de nos moyens de renseignement et d'analyse en général, dans lesquels le rapport coût-efficacité est assez intéressant. Je pense aussi aux moyens de commandement, à l'aptitude à gérer une coalition. Là, je crois qu'il ne faut pas là-dessus abandonner toute ambition dans le domaine européen, d'autant moins que nous avons en France en 2012, nous n'avons pas les mêmes moyens de proposer, ces moyens nous n'avons pas les mêmes moyens de commandement, y compris en termes de moyens qui sont européanisables, que ça n'était le cas il y a une quinzaine d'années. Enfin, je pense aussi, bien sûr, à la dissuasion nucléaire. Bon, cela dit, évidemment, on ne pourra pas tout faire. Donc, il y aura des choix à faire, bien sûr, comme dans toute politique, comme dans tout quinquennat. La question, c'est de savoir si nous ferons les choix, nous le ferons dans le domaine du que faire ou dans le domaine du comment le faire. Je veux bien qu'on reparle on n'a jamais cessé d'en parler, qu'on en parle encore un peu plus de la mutualisation des moyens militaires. Mais là, attention au mur de la réalité, attention à ce fameux mur du monde réel, comme disent certains diplomates. Le mur des réalités, c'est 3 choses. D'abord, les réalités politiques. On a vu en Libye que c'était quand même pas simple d'utiliser des moyens communs quand on n'était pas tous d'accord pour intervenir. Mur des réalités budgétaires. Mutualiser avec la Grande-Bretagne, c'est très bien, mais la Grande-Bretagne a décidé que là, elle n'aurait plus de porte-avions. Donc on peut pas compter sur le porte-avions britannique. Il y en aura un en 2020 s'ils maintiennent le JSF, ce qui n'est pas totalement gagné. Et je crois qu'ils n'auront pas plus de 12 appareils sur le porte-avions avant 2023, 2024, 2025. Donc c'est très bien de mutualiser, mais encore faut-il qu'il y ait d'autres pour mutualiser avec nous. Puis réalité stratégique enfin, nos responsabilités spécifiques, celles que j'ai mentionnées, Conseil de sécurité, accord de défense et TNP. Donc, tout en réitérant l'intérêt de l'effet de levier européen, il faut quand même être bien conscient de ses limites. Et je terminerai en disant que dans ce domaine-là, comme dans d'autres, quels que soient les choix que nous ferons, que ce soit dans les choix des objectifs ou le choix des moyens, l'important, c'est la cohérence. La cohérence entre les missions et les moyens. Et ça, c'est vrai dans le domaine politique comme dans le domaine militaire. Merci. 10 minutes, bravo. Merci. Je relève juste pour moi un paradoxe, quelque chose d'assez piquant dans les propos de Bruno, c'est qu'à la fois, c'est une bonne chose que la France utilise l'outil militaire dans son action extérieure, mais en même temps, il faut apprendre à être plus modeste. Ça pose la question, je crois aussi, des critères d'emploi de la force armée dans la politique extérieure. C'est une question qui est rarement débattue dans les campagnes électorales. Et peut-être que ça pourra figurer aussi dans ce débat. Et en parlant de forces armées, on va s'approcher d'un théâtre de crise qui est celui de l'Afghanistan, du Pakistan. J'imagine que Christophe Jaffrelot va nous en parler. Et je lui cède la parole. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être aussi discipliné que Bruno sur un sujet aussi vaste que j'aimerais commencer par aborder en définissant quelques termes, savoir de quoi l'on parle quand on évoque les défis géostratégiques. Et n'étant pas un spécialiste des questions de défense, mais plus, je dirais, de la sociologie du politique international, moi je considérerais qu'aujourd'hui, le vrai grand défi auquel nous sommes confrontés, c'est cette montée en puissance de pays émergents qui sont évidemment des concurrents économiques, qui sont évidemment des puissances en train de se
surarmées, en tout cas en Asie, qui sont des puissances démographiques dont on ne soupçonne pas l'ampleur et ce que ça veut dire à l'occasion des 10, 15, 20 années qui viennent. Et puis, et c'est surtout ça, à mon avis, le défi, des pays qui vont prendre une forme d'ascendant au nom de valeurs qui nous sont très méconnues, voire étrangères. Et donc, il y a un véritable défi dès lors que l'autre, qui est en phase d'ascension, correspond à une vision du monde, à des visions du monde, parce qu'on a trop fait de réifier et d'unifier ce qui ne l'est pas, mais tout de même, on est là on est confronté, je crois, depuis au moins un bon siècle à quelque chose qui ne nous était pas arrivé. Alors, comment est-ce que l'on... Et alors, autre point très important, on aime à relativiser la montée en puissance, on aime à prédire le coup d'arrêt, on aime à anticiper la division. Et puis voilà, maintenant, 10, 15 ans qu'il continue. Il continue. Alors, moins vite, peut-être, ils ne vont pas croître à 10%, ils vont croître à 8%. Bon. Moins unifiés, peut-être. Il y a au sein des BRICS un sous-groupe, l'IPSA, Inde, Brésil, Afrique du Sud, qui se différencie. Mais quand même, le sommet New Delhi qui vient d'avoir lieu montre que, alors qu'on n'arrête pas de prédire qu'ils vont finir par se séparer, eh bien, ils gardent un agenda commun. Et tant qu'ils auront autant de points communs à défendre ensemble, l'autre restera l'Occident que l'on veut déloger des positions de pouvoir qu'il a acquises. Et tant qu'il y aura un autre à déloger, ils auront de bonnes raisons de se serrer les coudes sur des questions aussi cruciales que la monnaie, que la banque de développement, que la bourse. Il ne manque plus qu'un secrétariat permanent aux BRICS pour avoir quelque chose qui commence à faire une relation internationale. Donc le défi, il est là. Le défi, il est principalement là pour moi et j'en tire pour la France 3 conclusions. La première, c'est de faire de ces nouveaux acteurs des interlocuteurs de plein droit. Alors Bruno parlait d'arrogance, je n'irai pas jusque-là, mais presque. Au sens où il faut arrêter de leur parler comme s'ils étaient véritablement amateurs en diplomatie ou autre. On ne le fait plus autant qu'avant, mais il y a une tendance qui revient assez rapidement au galop quand on se laisse aller. Et donc il faut maintenant savoir écouter et ne plus seulement parler. Il y a une dimension, je dirais, de parité dans la psychologie de la diplomatie à cultiver. Mais au-delà de la forme, qui n'est quand même pas le plus important, sur le fond, reconnaître dans ces pays des interlocuteurs de plein droit, ça voudrait dire, ce serait une très belle innovation, et puisqu'on est là pour donner des idées, eh bien, j'en mets une sur la table, que l'on propose aux pays de l'IPSA un sommet annuel et que l'Union européenne admette que finalement, c'est le bon niveau pour parler à 3 pays qui font, comme l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, les 3 plus grandes démocraties de leurs 3 continents. Ça permettrait de commencer à parler avec des pays qui, de ce côté-là de l'hémisphère, repartagent davantage de valeurs avec nous que bien d'autres, y compris notre voisin russe, si on en croit la façon dont on vote encore dans ce pays. Donc on aurait, si on voulait parler de propositions opérationnelles, un rendez-vous qui montrerait que nous sommes maintenant à parité. Il y a une deuxième chose que la France pourrait faire, c'est admettre que certains de ces pays émergents doivent devenir, non pas seulement sur le papier, mais en réalité des partenaires stratégiques. Et comme je suis invité à parler de l'Asie du Sud, eh bien je le fais. La France s'est en passe de vendre 126 Rafale et espère-t-on aussi 2 EPR à l'Inde. Est-ce que ça ne change pas la relation quelque part? Est-ce que ça ne devrait pas nous conduire à penser que peut-être que l'on a là un partenariat stratégique? Le mot est galvaudé. Rendons-lui sa noblesse. Ça veut dire qu'on ferait avec l'Inde des choses qu'on ne ferait pas avec d'autres. Ça veut dire qu'on aurait un projet de transfert de technologie qui serait très poussé. Et on serait peut-être aussi amené à prendre quelques distances avec d'autres pays auxquels on aime bien vendre des choses aussi, mais il faut savoir choisir. Et donc là, on est sur un registre nouveau. Pour l'instant, on n'a pas, au sein de ces pays émergents, créé de hiérarchie dans les liens, dans les relations.
je pense que le poids que ces pays vont finir par peser justifierait que l'on finisse par véritablement identifier en leur sein non seulement de vrais interlocuteurs, mais aussi des partenaires, encore une fois, stratégiques. J'aimerais qu'on rende à ce mot sa noblesse, parce qu'on parle maintenant de stratégie à tort et à travers. Et puis, troisième et dernier point, mais c'est le plus long, la seule façon que la France a de peser sur le débat géostratégique dès lors que ces pays émergents font basculer l'ordre du monde dans une logique différente, eh bien, c'est de s'oublier un peu dans un monde européen. Et là, je serais plus, je dirais, volontariste même, pour considérer qu'il n'y a guère d'issue, il n'y a guère de salut hors d'un avenir qui soit plus européen. Alors la campagne électorale, elle ne parle de l'Europe, on ne l'a vu qu'une fois encore, pour lui taper dessus. Donc on se démarque en annonçant qu'on sortira de Schengen ou peu s'en faut, qu'on ne signera pas le traité budgétaire. L'Europe, elle n'est là que pour dire « oui, mais la France continue, bon an, mal an, à mener son combat et sa vie politique nationale. » Eh bien, elle est comme dans une espèce d'isolat. Non, elle ne l'est absolument pas, évidemment. Et il y a là, évidemment, quantité de démarches courageuses à mener. La mutualisation de l'effort de défense. Évidemment que la collaboration franco-britannique est plus que bancale. C'est un leurre. C'est une illusion. Et il serait temps d'en faire une politique et de revenir à une politique de défense qui soit à visée européenne. Deuxièmement, on ne peut pas faire de politique de souveraineté sans avoir non seulement des accords, des échanges, de la mutualisation au niveau européen, mais aussi des champions industriels au niveau européen. Et là, on peut dire qu'on a détricoté le peu qui existait. On est allé à marche arrière. Quand Siemens quitte Areva, ça ne peut pas être une victoire, même si le coq peut chanter plus fort. On a vraiment des défis de ce point de vue-là qui sont de l'ordre de la souveraineté. Alors, évidemment, on ne veut pas transférer de souveraineté, mais précisément, c'est en n'en transférant pas que l'on hypothèque la vraie souveraineté. La souveraineté, elle ne se mesurera qu'au niveau européen, lorsque face à des pays comme la Chine ou l'Inde, eh bien, on ne pèsera pas qu'un, mais 28, ou en tout cas, lorsqu'on est en groupe plus réduit, j'y vais venir dans un instant, une douzaine au moins. Mais là, je fais une parenthèse qui est encore des choses vues. Quand le Premier ministre indien voit défiler, c'était le cas l'an dernier, successivement, Mme Merkel, M. Cameron et M. Sarkozy, qui viennent tour à tour lui vendre la même chose pour un prix qui est chaque fois plus bas, qu'est-ce qu'il peut penser de la solidarité et de la force de frappe européenne? Alors on a beau jeu de dire que les BRICS sont divisés, mais aux yeux des BRICS, voir nos chefs d'État et de gouvernement défiler ainsi, ça n'est pas une marque de très grande unité. Alors évidemment, à 28, c'est très compliqué. Ça l'était déjà avant, ça va l'être de plus en plus, sous contraintes budgétaires de plus en plus accrues. Et c'est pourquoi on ne peut guère penser en termes géostratégiques qu'en termes de géométrie variable au niveau européen, faire avec ceux qui le peuvent et qui le veulent. Nous avons publié l'an dernier au CED un livre qui s'intitulait « Un monde sans Europe » pour l'interrogation, préfacé par Pierre Asner. Et l'idée était celle-là. C'était de faire en sorte qu'on réussisse à sortir de la paralysie ou du bilatéralisme à la franco-britannique pour enfin relever le défi en étant à la hauteur de ce qu'il représente. Face à ce basculement géostratégique, il n'y aura véritablement d'issue que de ce point de vue au niveau européen. Alors comme il faut dire un mot effectivement de l'AFPAC, je termine par là, c'est du court terme ça. Mais le court terme, eh bien c'est ce qui vient avant le moyen terme par définition, et donc il faut réussir à relever le premier obstacle, répondre au premier défi avant d'en affronter d'autres. À très court terme, des décisions lourdes de conséquences vont devoir être prises dans la région. Ça va sans doute être une opération où précisément on va tester la cohérence européenne. On annonce que l'on partira avant l'heure. Est-ce qu'on partira avant les autres aussi ?
une des façons de relever les défis géostratégiques, c'est aussi de se concerter et de parler aux Allemands, par exemple. Cette fois-ci, on pourrait le faire avant d'agir, et de voir si c'est ensemble que l'on se retire. Et si on se retire avant, est-ce qu'on le fait avec ou sans précipitation? Les réponses sont dans ces deux questions. Il faut clairement, en Afghanistan, programmer un retrait inéluctable, car l'opération a largement échoué, et sur le terrain, la situation n'est pas beaucoup meilleure qu'en 2001, en vérité, mais il faut le faire dans un calendrier raisonnable, ensemble, et puis essayer de ne pas laisser que des ruines derrière nous, mais des points d'ancrage, des têtes de pont au minimum. Cette fois-ci aussi, j'ajouterais, en concertation avec les pays voisins, le cercle est large, mais il faudrait au minimum y inclure la Russie et l'Inde. Ça, c'est une opération où être partie prenante en tant qu'Européen, ça a beaucoup plus de sens que d'y aller en tant que seul Français. Merci beaucoup. Je n'ai pas chronométré, mais c'était à peu près dans les temps. Merci, Merci. Bravo. Je relève juste un point qui m'intéresse particulièrement, effectivement, l'idée de travailler avec les émergents et que la France le fasse éventuellement dans un contexte européen, en tout cas, si possible, à 27. Une des questions que je me pose automatiquement, c'est est-ce qu'on trouverait vraiment une langue commune, un langage commun avec les émergents, en particulier sur des crises de sécurité internationale? Et ça a été évoqué tout à l'heure par Bruno Racine. Les émergents, s'agissant de la Syrie, mais même auparavant s'agissant de la Libye, n'ont pas été en phase avec nous, il faut dire ce qui est. Et je me souviens, il y a quelques semaines, l'Inde a voté contre une résolution au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, contre une résolution s'agissant de la répression en Syrie. En parlant d'émergents, de vision large, je vais passer la parole à Michel Fouché, qui, m'a-t-il dit, voulait évoquer aussi l'Afrique, qui est un sujet qu'on n'a pas assez évoqué, en particulier sans doute dans le supplément géopolitique de ce week-end, que je vous invite tous à lire, mais je cède la parole à Michel. Merci. Je crois que ce supplément du week-end, qui est tout à fait intéressant. Excuse-moi Michel, j'ai oublié quelque chose, parce que j'ai pas trop l'habitude. Toutes les personnes on m'a demandé de faire passer le message à toutes les personnes qui sont assises sur des marches, qu'il y ait des places devant et au milieu. N'hésitez pas à vous déplacer. Vous êtes les bienvenus là où il y a de la place libre. Merci. Merci Michel. Oui, je pense que le dossier du week-end se présente en partie comme, au fond, ce que les nouveaux décideurs, les prochains décideurs, devraient trouver sur leur bureau, à côté de l'agenda européen international déjà arrêté par leurs prédécesseurs. Dans la vie diplomatique, il y a un calendrier international qui s'impose. C'est d'ailleurs un des charmes de l'affaire européenne. Et donc je me situerai volontiers le 7 mai, non pas dans un bureau de décideur, mais dans la position qu'on avait, quand j'étais au Centre d'analyse et de prévision, on nous faisait faire, à l'arrivée de chaque nouveau ministre, si je suis allé plusieurs fois, ce qu'on appelait un AMR, une notion inconnue aujourd'hui qui date de M. Vergène, un aide-mémoire au roi. C'est ce qu'il devait lire et éventuellement savoir et prendre en compte avant de prendre toute décision ou d'aller parler aux journalistes. Comment peser ? Alors, j'ai une réponse théorique que j'essaierai ensuite d'illustrer avec 12 points d'application. Comment peser ? Avoir une politique étrangère pleine et entière et une diplomatie adaptée aux temps nouveaux. Politique étrangère, qu'est-ce que c'est en 2012 ? Et au-delà, je crois que ça consiste tout simplement à rechercher la meilleure insertion possible de notre pays dans le monde tel qu'il a l'inconvénient d'être. En fonction de 3 critères, les intérêts, les valeurs et des idées qui peuvent intéresser les autres. C'est une sorte de triptyque classique qui est beaucoup plus exigeant qu'il n'y paraît. Alors, un mot sur les intérêts.
Ce que dit Christophe Jaffrelot à l'instant, c'est que la diplomatie des autres acteurs, notamment les grands émergents, d'autres aussi, s'inscrit dans un monde qui est parfaitement westphalien et où la diplomatie sert d'abord les intérêts des États. C'est d'ailleurs ce qu'ils nous répondent quand on leur dit qu'ils ne s'engagent pas assez dans des affaires de gestion de crise. Et où ce qui est recherché, c'est disposer en gros des attributs de la souveraineté, donc de la reconnaissance de leur nouveau statut. Alors, nous ne nous étions pas concertés. J'avais noté 4 points en matière d'intérêt. D'abord, là, c'est une évaluation. Je crois qu'en effet, il faudrait faire une évaluation lucide des trop nombreux partenariats stratégiques qui ont été signés ces dernières années, qui vont de la Chine à un pays qui m'est cher, la Lettonie, en passant par la Serbie, la Slovaquie, l'Australie, l'Indonésie, l'Inde, le Brésil, le Mexique. C'est d'ailleurs un concept qui n'est pas d'origine diplomatique. C'est un concept de management d'entreprise. Le public-privé, c'est aussi du partenaire stratégique. Si tout est stratégique, rien ne l'est plus. Donc là, je pense qu'une mise à plat et donc une hiérarchisation à la fois en fonction du monde tel qu'il est, mais aussi en fonction de ce que nous souhaitons à long terme, serait souhaitable. Deuxièmement, il faut hiérarchiser le choix des dossiers prioritaires, notamment critiques, y compris sur l'Iran hors prolifération régionale. Je ne suis pas sûr que le curseur que nous avons en France soit exactement celui qui correspond à nos intérêts. C'est peut-être le curseur d'autres que nous avons adopté. Qui fixe l'agenda? Même chose sur la défense antimissile, c'est un point de vue personnel. Mais qui fixe l'agenda? Qui fixe l'agenda? Est-ce que c'est nous? Est-ce que ce sont d'autres qui fixent l'agenda? Troisième élément, Christophe a parlé de l'Europe. Je crois qu'il faut remettre sur la table, non pas un livre blanc européen qui était annoncé dans le livre blanc français de 2008, mais un document très court, dont le modèle, d'ailleurs, le modèle technique, pédagogique, pourrait être celui du 5 janvier du ministère américain de la Défense, qui est un document très remarquable, y compris dans sa qualité d'écriture. Un document très remarquable. Alors on pourrait appeler ça le document Ashton 2013, ne riez pas. Il y a eu un document Solana 2003 où à chaque fois que le concept d'intérêt européen apparaissait dans une version française, il était remplacé en version anglaise par le concept de priorité ou d'opportunité. Pour établir au fond un document stratégique pour l'Europe face au monde, ou pas face, dans le monde tel qu'il a l'inconvénient d'être, on aurait besoin d'une shortlist, quelques intérêts assumés en commun. Et ce n'est pas aussi évident, mais la notion d'intérêt est tout à fait. Enfin, j'ai noté que dans le premier document de révision du livre blanc français, il y avait eu un groupe de travail confié à un inspecteur des finances, non pas sur la réduction budgétaire du budget de la défense, mais sur l'impact des marchés financiers sur la souveraineté nationale. Ça, c'est un sujet nouveau qui est extraordinairement intéressant. Le monde n'est plus marqué par des rivalités géostratégiques, il est marqué aussi par des pressions extrêmement fortes, et ça amène à mettre en valeur le concept d'autonomie stratégique. Je n'y insiste pas. Les valeurs. Là, c'est un débat entre diplomates et médias, mais aussi avec l'opinion. Dans les démocraties d'opinion, aujourd'hui, la diffusion de notre modèle démocratique et électoral supposé est devenu le critère central de la légitimité de l'action extérieure. D'où les accusations de double standard, etc., etc. À l'exclusion de toutes les autres. C'est une espèce de démocratie hors sol, sans histoire, sans géographie, hors du temps, hors tension. Je vous donne le cas du Mali. Il y a eu un coup d'État au Mali. Ce n'est pas bien les coups d'État. Aujourd'hui, en Afrique, le coup d'État n'est plus la voie privilégiée d'accès au pouvoir. Sauf que personne, dans les prises de position extrêmement variées, n'a pris le temps de commenter les raisons de ce coup d'État, la situation qui se trouvait dans le Nord, le sort qui a été fait aux soldats par le gouvernement de Bamako. On a ignoré systématiquement dans nos analyses tous les autres considérants qui nous sont revenus en pleine figure ce week-end.
Je veux dire qu'il y a des situations où la démocratie formelle, qui est évidemment un idéal, doit être analysée dans sa durabilité en fonction aussi de son efficacité. Et le rôle d'un État, c'est de contrôler son territoire et d'assurer la sécurité des populations, ce qui n'est pas plus le cas. D'ailleurs, le site de Conseil aux voyageurs du Quai d'Orsay avait prévenu depuis longtemps que le Mali était une zone rouge pour les voyageurs blancs. Aujourd'hui, c'est une zone rouge pour les gens à Bamako. Donc, méfions-nous des impasses et des courts-circuits dans les analyses qui sont souvent relayés, je m'excuse, par les médias, hein, et qui empêchent toute action, je dirais, plus efficace, même si c'est compliqué. Dans le cas des révoltes arabes, je me souviens avoir reçu quelques mois après pour la Tunisie un coup de fil d'une ambassade occidentale que je ne nommerai pas et qui me disait « Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'envoyer des experts en droit constitutionnel à Tunis ?» Je leur ai dit « Oui, c'est une bonne idée, ça serait mieux qu'on fasse ça ensemble. Mais vous savez, ils ont tous été formés à Aix-en-Provence ou à Lyon ou à Paris. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de passer par une phase de lutte politique. Ils sont en 1904 ou 1905 pour établir où est le curseur entre ce que nous, on appelait l'Église et l'État, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer aujourd'hui entre Ennahda et les salafistes sur la rédaction de la Constitution. Laissons-les mener leur combat politique, n'exportons pas un modèle européen, soyons à leur écoute, accompagnons. Ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est un changement d'attitude. Hein, les alliances et les options, je passe sur ce sujet. Si on regarde quand même l'attitude occidentale depuis des décennies dans le monde arabe et même dans le monde turco-iranien, on a eu quand même une fâcheuse tendance, même si elle est plus justifiée aujourd'hui, à combattre les régimes laïques parce qu'ils étaient nationalistes, aujourd'hui parce qu'ils sont autoritaires, et on est en train de faire le lit d'autres formes d'intégrisme sunnite qui viennent de nos alliés du Golfe et d'Arabie saoudite, mais qui vont finir par nous poser de très très sérieux problèmes. Attention aux politiques à courte vue, suivi d'ailleurs de grands silences, après des interventions bien marquées. Alors les priorités, là, c'est très clairement non seulement le sud de la Méditerranée, comme on dit pudiquement, mais c'est tout ce qui relève des ensembles maghrébo-sahariens, sahélo-sahariens. J'observe que le dispositif d'union pour la Méditerranée est maintenant sous-traité au service européen d'action extérieure. C'est plutôt une bonne chose. Et là, bien sûr, il faut regarder ce qu'on peut faire à l'échelle de l'Union européenne. Il faut construire une politique euro-arabe qui soit dégagée de la question israélo-palestinienne. C'est une proposition très concrète. Les idées. La vie internationale comporte une conversation permanente entre les États. Cette conversation s'appelle la diplomatie, qui sert à comprendre et à être compris, qui sert parfois à parler à des gens peu fréquentables, ça a été inventé pour ça, et dont le message principal est quand même qu'à côté de la force, il y a des règles. Donc là, il y a tout ce débat tout à fait fondamental pour les prochains décideurs, ou ceux qui seront en charge, hein, c'est tout le rapport diplomatie-emploi de la force. La période à venir sera probablement moins propice à des expéditions militaires qui avaient une fâcheuse tendance à devenir un quasi-monopole occidental. On était presque devenus les seuls à faire la guerre là, ces derniers temps. Ça pose quand même un problème parce que je ne pense pas que ça soit la seule réponse à l'adaptation d'un monde en changement permanent. Il faut certainement clore cette période dans de bonnes conditions. Même si il y a des cas d'emploi de la force, je pense à la Côte d'Ivoire en particulier, qui se répéteront avec des mandats clairement établis, parce que là, il y avait vraiment eu une rupture dans un processus parfaitement légitime. Deuxième idée que je développe à partir de ce que j'avais prévu de développer, sans savoir que Christophe en parlerait, mais en le devinant, hein, ce que j'appellerais une diplomatie polycentrée. En effet, il faut comprendre les intentions des autres acteurs, les intentions géopolitiques, les ambitions diplomatiques. Il faut les écouter, il faut travailler avec eux. Il ne faut pas hésiter à les associer. Je sais que c'est compliqué, mais je ne vois pas comment on peut agir en Syrie sans la Russie. Je ne vois pas comment on peut agir en Iran sans la Chine. Plus il y a de super-tankers chinois dans le Golfe, mieux c'est pour nous.
mieux c'est pour la sécurité du détroit d'Ormuz, mais c'est une nouvelle façon de travailler qui est assez compliquée, en sachant que quelquefois il y a un refus de prendre des responsabilités, il y a de la mauvaise foi. Enfin, à chaque fois je parle avec des diplomates russes sur la situation en Syrie ou dans d'autres pays de la région, je suis assez frappé par leurs compétences, leur connaissance des langues et la lucidité de leurs analyses, même si je ne partage pas leurs conclusions. Donc on a tout intérêt à avoir une diplomatie adaptée, concordante, synchrone avec le monde économique tel qu'il est aujourd'hui. Dernier point, là aussi, je pense que la France reste considérée comme un pays, dans les enquêtes de BBC World ou du Pew Research Center, comme l'un des 5 ou 6 pays qui jouent un rôle positif dans le maniement des affaires internationales. On est une espèce de capitale. Dans une mondialisation qui est aussi une mondialisation de signes, que dans la campagne électorale, nous réduisons uniquement une mondialisation commerciale, mais il y a une mondialisation des signes. Il ne s'agit pas pour la France de devenir le musée du monde émergent, mais il y a clairement une demande de référence française. On attend de nous, et je m'excuse Bruno, autre chose qu'une espèce de banalisation dans l'espace occidental et mondial. Je ne me réfère pas du tout à l'OTAN, je me réfère à une interview tout à fait passionnante du philosophe Marcel Gauchet dans un excellent quotidien du soir. La tendance lourde, qui est plus ancienne que 2007, à la banalisation occidentale de notre pays. Ça n'est pas tout à fait ce que l'on attend de nous à Brasilia et à New Delhi. Merci de votre attention. Merci Michel. Tu as dépassé un tout petit peu le temps imparti. Il y a beaucoup de choses ont été dites. Je relève juste une expression de tout à l'heure prononcée par Christophe Jaffrelot, s'oublier dans un monde européen. Et ça pose la question de dans quel cadre est-ce que la France doit inscrire ses actions extérieures? Est-ce qu'elle doit avoir ce souci du cadre européen avant tout? Tout à l'heure, quelqu'un aussi dit la relation avec les États-Unis n'est plus le marqueur absolu autour duquel il faut se positionner. On n'en est plus là. Est-ce que c'est vrai? Et aussi, Michel Fouché vient juste de nous dire, s'agissant du dossier iranien, quel est le curseur? Est-il celui qui correspond, le curseur de la position française, est-il celui qui correspond à nos intérêts? J'ai envie de passer la parole à Bruno et à Christophe dans l'ordre que vous souhaitez, si vous avez des réactions ou si vous souhaitez réagir à ce que les uns et les autres ont dit. Oui, bien sûr, puisque Michel s'est adressé à moi en particulier. Je m'élève en faux contre l'idée d'une banalisation occidentale de la France. Je n'ai évidemment ni employé cette expression, ni dit quoi que ce soit qui, à mon sens, pouvait aller dans ce sens. Simplement, ce que je dis, c'est qu'en supposant même, je sais que les diplomates adorent le croire, mais qu'il y a un appel de France, un désir de France, un besoin de France partout dans le monde, et que les foules brésiliennes, indiennes ne souhaitent qu'une chose, c'est que la France renoue avec son ambition millénaire d'être le phare de la pensée, des Lumières, des droits de l'homme, etc. En supposant même que ceci soit vrai, je dirais qu'il faut qu'on soit nous-mêmes exemplaires au sein de notre propre pays et exemplaires en Europe, et deux, qu'on en ait les moyens. Donc voilà, je ne plaide pas pour la banalisation, je plaide pour l'exemplarité et la cohérence comme condition justement d'être reconnu toujours et écouté à l'extérieur. Et puis là, je vais maintenant faire une petite critique justement, une contre-critique sur la politique vis-à-vis des émergents. Après avoir été le premier à dire qu'il faut nous-mêmes européaniser davantage notre action, notre discours vis-à-vis des émergents, je dirais que les émergents eux-mêmes ont du travail à faire. Pour ne pas être traités d'amateurs, il ne faut pas agir en amateur. Et lorsque je vois la manière dont le Brésil et la Turquie, par exemple, en juin 2010, ont négocié avec l'Iran, avec d'ailleurs une grosse erreur américaine pour ne rien arranger, je pense qu'ils ont agi, et oui, je pense qu'ils ont agi justement en amateur. Pour ne pas être traités d'amateurs, pour être respectés comme les grands émergents qu'ils méritent d'être, il faut avoir des idées. Où sont les idées, je ne sais pas, les idées brésiliennes pour résoudre le conflit israélo-palestinien? Où sont les idées chinoises
pour agir en Syrie? Où sont les idées indiennes pour régler les problèmes de l'Afrique? Voilà ce que moi, j'attends de pays qui prétendent, à juste titre et avec raison, peser de plus en plus, prendre leur place naturelle au tout premier rang des affaires du monde. Alors, Christophe. Oui, juste un mot. La question que vous posiez rejoint celle que Bruno vient de soulever. Quel langage commun? C'est justement parce que ce langage est inventé qu'il faut que l'on fasse un peu preuve d'imagination. La situation actuelle, elle est celle d'un monde, si j'ose dire, au milieu du gué. Les anciens dominants n'ont plus les moyens de mener une politique qui soit admise et efficace. Et ceux qui arrivent sur la scène n'ont pas encore le professionnalisme, on peut le dire, en termes diplomatiques en tout cas. Et c'est du coup un facteur de paralysie évident. Alors, est-ce qu'on répond à leur maladresse par « bande d'amateurs, vous ne réussirez pas à gérer le monde comme ça » ou est-ce qu'on trouve un langage commun? On n'y échappera pas. On n'y échappera pas, car le rapport de force bascule de plus en plus dans ce sens. Et donc ce langage, il faut l'hybrider, il faut que ce soit quelque chose, quand je dis faire preuve d'imagination, c'est bien à ça que je pense. La question aujourd'hui, par exemple, de la place du religieux sur la scène publique, quelque chose qui est totalement anathème, notamment pour nous Français, eh bien on va la retrouver de loin en loin. C'est une des nouveautés de la scène internationale contemporaine. De même que la réforme des institutions internationales paraît absolument incontournable. Mais je ne pense pas qu'on puisse, en quelque sorte, se dire, de toute façon, on ne parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes valeurs, du coup, on continue comme ça. Non, parce qu'ils bloquent. Plus on veut continuer comme ça, plus ils bloquent. Ils ont au moins une chose en commun, c'est qu'ils ne veulent plus être, en quelque sorte, at the receiving end. Et donc, ce sera des vétos, ce seront du sabotage, entre guillemets, ça peut être perçu comme purement négatif. Et donc, c'est l'engagement, décidément, on fait beaucoup d'anglicisme, qui permettra d'en sortir. Et ça ne se passera pas sans heurts, ça ne se passera pas rapidement. Si la France veut que ses propres valeurs et ses propres idées s'en sortent un peu moins mal, elle ne peut pas le faire toute seule. Ça, c'est évident. Merci. Michel, est-ce que tu souhaiterais gérer quelque chose? D'accord. On va profiter. Alors, il nous reste 25 minutes. On va prendre une série de questions de la salle. Si quelqu'un a une question pressante, n'hésitez pas. Voilà, je vois plusieurs mains. Donc, monsieur au milieu, ensuite, je vous passerai le micro. Et merci de bien vouloir vous présenter, s'il vous plaît. Merci. Oui. Pierre connaît ça. La question a été abordée par Michel Fouché. Et quand je regarde la campagne électorale américaine, notamment les primaires républicaines, je sais qu'ils ont décidé de faire la guerre, mais je n'ai pas très bien compris s'ils ont décidé de faire la guerre avec l'Iran, la Russie ou avec la Chine, ou dans quel ordre. Hein. Donc ma question est évidemment une question importante, c'est qui fait l'agenda, Michel l'a posé. L'autre question, c'est comment est-ce que la France va trouver une capacité d'influence en réintégrant une structure militaire qui s'appelle l'OTAN, dans lequel l'équipe dirigeante a l'air de beaucoup ressembler, pourrait beaucoup ressembler à celle de George Bush. Bon, on va enchaîner aussi avec la question de monsieur, si vous voulez bien. Et puis je prendrai une troisième question. J'ai vu des mains se lever par ici. Non ? On va regrouper. Oui. Une deuxième question ici. Merci. Merci de vous présenter. Pierre Sabatier-Gara. Et ma question va un petit peu dans le prolongement de ce que nous a dit Christophe Jaffrelot, quand il a parlé du fait que les pays émergents avaient une prise d'ascendant au nom de valeurs qui nous sont étrangères. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu justement ces valeurs, parce que il semble qu'entre Brésil, Russie, Inde et Chine, ce soit quand même assez différent tout de même. Et c'est pourquoi je faisais... Attendez, pardon, je vais être très très strict. On va prendre une troisième question de la dame en haut, et ensuite chacun répondra aux questions qui lui plaisent le plus. Voilà. Régiane de Mello. D'accord. Bonjour. Ça marche pas? Merci de vous présenter. Oui. Bonjour, Régiane de Mello. Ça marche pas. Est-ce qu'il y a un autre micro qu'on peut lui passer rapidement? Le micro arrive. Bonjour. Bonjour, je suis Régiane de Mello, ambassade du Brésil.
Alors, je m'adresse à M. Bruno Tertrais. Justement, en quoi vous qualifiez comme amateur l'initiative brésilienne-turque sur le dossier nucléaire iranien, en considérant qu'on a été invité par, disons, les Iraniens avec l'appui des Américains et en concertation avec les P5 pour justement suivre cette initiative que, pas selon juste à mon avis, mais sur les principaux think tanks au monde, ont reconnu comme un grand fait et que malheureusement n'a pas été appuyé parce que justement les puissances n'étaient pas très ouvertes à que des pays qui n'appartiennent pas au cercle du pouvoir se positionnent sur des questions de sécurité internationale. Et la deuxième question, comment pouvez-vous dire que le Brésil n'a pas de position sur le dossier israélo-palestinien? Merci. Donc, une première fournée de questions. Qui veut attaquer peut-être? Moi, je veux bien. Je vois sous les applaudissements frénétiques de Pierre Conessa. Alors, je vais répondre directement à madame en l'espèce. Je n'ai pas dit que le Brésil n'avait pas de position, madame. Je dis simplement que la diplomatie, comme vous le savez très bien, est aussi une question de créativité, essayer d'apporter des idées nouvelles aux solutions, des solutions aux grands problèmes du monde. Et je prenais là, en l'espèce, l'Iran, je vais venir après. J'aurais pu dire le Brésil, j'aurais pu dire l'Inde, j'aurais pu dire la Chine, puisque c'était le sujet du moment. En quoi, lorsqu'on nous dit les Occidentaux ont échoué dans telle ou telle crise, il faut aussi dire où les Occidentaux ne font pas ce qu'il faut dans telle ou telle crise, encore faut-il essayer de proposer des options nouvelles. Là, ça ne visait pas en particulier le Brésil et en particulier le problème israélo-palestinien. Je veux dire, parce que c'est une critique générale que j'adressais aux émergents qui contestent le fait que, soi-disant, les pays occidentaux ont été incapables de... Voilà. Alors, sur l'Iran, écoutez, c'est très simple. Alors, rappelez-vous que j'ai commencé par dire que la première erreur de manœuvre, c'était celle des États-Unis. Pourquoi ? Parce que dans la lettre et dans les coups de téléphone de Barack Obama à Lula, il y a eu deux erreurs. La première erreur, c'est de mentionner le chiffre de 1200 kilos. Alors ça, c'est pas pour les aficionados seulement. C'est simplement un petit rappel très rapide. C'est que, en gros, l'erreur collective, et malheureusement non corrigée par les États-Unis, c'était de faire comme s'il ne s'était rien passé en Iran en 6 mois. Autrement dit, comme si une mesure de confiance qui consistait à mettre sous cloche la plus grande partie de l'uranium faiblement enrichi iranien à un moment donné, 6 mois plus tard, alors que la production avait doublé, 1200 kilos, ça avait le même prix politique et diplomatique. Là encore, responsabilité partagée entre la Turquie, le Brésil et les États-Unis de Barack Obama. Deuxièmement, ne pas avoir tenu compte du fait qu'en 6 mois, quelque chose avait fondamentalement changé entre le préaccord d'octobre 2009 et l'accord de Téhéran de juin 2010, c'est que l'Iran a commencé à enrichir à 20%, alors que justement, la fameuse mesure de confiance telle qu'elle est conçue, bizarrement d'ailleurs, enfin moi j'aurais pas proposé ça, mais en tout cas, tel que ça a été conçu, c'est d'éviter que l'Iran puisse commencer à produire à 20%. Et dès lors qu'un accord, qu'il ait été proposé par les Turcs, par les Indiens, par les Sri Lankais, par les Belges, par les Français ou qui que ce soit d'autre, il se trouve qu'en l'espèce, c'est les pays qui ont décidé de négocier et dit cet accord est formidable. Non, à partir du moment où l'objet de cet accord, c'était d'éviter de l'enrichissement à 20% et que l'accord ne dit rien sur l'enrichissement à 20%, je suis désolé de dire que ceux qui se sont réjouis, ceux qui ont triomphalement brandi cet accord à coups de grandes embrassades et de grandes ambassades aussi, pour dire c'est formidable, on a réussi là où vous avez échoué, eh bien je suis désolé, mais ils avaient tort. Voilà. Christophe, il y avait une question à propos des émergents et des valeurs. Et je prétends qu'il y a eu quelque chose, pardon Christophe, lorsqu'on a employé, c'est toi qui l'as employé, c'est pas moi, le terme d'amateur, je suis désolé que les diplomates iraniens étant parmi les meilleurs du monde, je considère que les diplomates iraniens ont été meilleurs que les diplomates auxquels ils parlaient ce jour-là à Téhéran. Voilà, désolé, hein, ça arrive aussi aux diplomates français de se planter, hein, pas grave. Sur la question effectivement de l'unité que constitue justement ce qui n'est pas un bloc, ce BRICS, si j'ose dire, il
il y a là un vrai défi, il y a un vrai enjeu. Hein. Et comme je le disais tout à l'heure, hein, on a au sein de cette confédération, disons, un sous-ensemble formé de l'Inde, du Brésil et de l'Afrique du Sud, qui a comme principale carte de visite, et ils la brandissent assez haut pour qu'on puisse ne pas l'ignorer, le fait que ce sont de grandes démocraties. Si on avait une stratégie, au sens fort du terme, on pourrait précisément entretenir une relation privilégiée, hein, tous ces mots doivent être pris à la lettre, avec un ensemble comme celui-ci. Ça permettrait notamment d'enfoncer un coin dans ce qui peut être une coalition très, très difficile à gérer si elle se consolide. En refusant, par exemple, de ne pas laisser ni la Banque mondiale ni le FMI à l'un des pays émergents, on consolide un front du refus, un front d'opposition. Et c'est la principale raison pour laquelle ces pays se retrouvent sur des positions communes. Au début, c'est par défaut. Alors, c'est d'ailleurs même pas eux qui ont inventé l'acronyme BRICS, on leur a donné. Hein. Mais non seulement on leur a donné la formule, mais en plus maintenant, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de jeu où on empêche qu'il y ait du jeu entre eux, de fait, en ne leur faisant pas une place, en tout cas à certains d'entre eux, qui sont les plus proches de nous ou les moins lointains de nous. Donc on est sur, je pense là, un aveuglement typique de ce que des puissances déclinantes peuvent ne pas vouloir voir, c'est que s'il n'y a pas un ajustement particulièrement, je dirais, significatif, spectaculaire, eh bien on risque de créer, ce sera une unintended consequence, une conséquence non anticipée, un effet pervers, un bloc qui du coup sera en quelque sorte cumulatif. Hein. Sachant que, je termine là-dessus, il ne faut pas exclure non plus, il ne faut pas ignorer non plus les tendances à une forme d'autoritarisme que l'on rencontre dans les classes moyennes de nombreux pays émergents. Je reviens de l'Inde où j'étais le mois dernier. La classe moyenne pense que le consensus de Pékin, finalement, pour avoir la croissance et les biens de consommation qui vont avec aux dépens de la démocratie et de la liberté, ce n'est pas forcément inconcevable non plus. Donc, ce n'est pas comme si ces pays étaient de toute façon acquis à nos valeurs, loin de là. Ils sont en quelque sorte sur la lame du rasoir. Et là, on a une stratégie à mener. Merci. Je n'oublie pas la question à propos de l'OTAN et des républicains américains. Est-ce que la France, en rentrant, c'est une question adressée à Michel Fouché, mais je trouve intéressant qu'un débat qui s'intitulait « Comment la France peut-elle peser dans les grands débats géostratégiques » aborde largement la question de notre relation avec les émergents et beaucoup moins la question de qui sont nos partenaires pour essayer de peser. Et Michel a dit tout à l'heure qu'il faudrait essayer d'établir une shortlist des sujets d'intérêt commun entre Européens en politique étrangère et sur les sujets stratégiques. Qu'est-ce qu'elle peut comporter, cette shortlist ? Je lance la question et je passe la parole à Michel s'agissant de l'OTAN. Est-ce que la France a perdu sa singularité ? Est-ce qu'elle s'est mise à la remorque des républicains américains ? Non, je ne crois pas. Non, c'est un débat qui est derrière nous, si vous voulez. Je ne suis même pas sûr qu'il faille perdre du temps à refaire l'évaluation de tout ça. C'est pas Quand je parlais de banalisation occidentale, j'ai cité Marcel Gauchet. C'est une remarque philosophique. Ce n'est pas lié du tout à l'OTAN. Hein. C'est une évolution de la société. C'est peut-être même un effet de génération. Hein. C'est un effet de génération. Il y a des diplomates de nouvelle génération qui n'ont pas tout à fait les mêmes options que leurs parents en France et ailleurs. Hein. Donc c'est plutôt à ça que je pensais. Et puis c'est une évolution de fond de la société, y compris avec tous les objets qu'on utilise. Donc c'est une tendance de fond. Hein. Et je ne crois pas que quiconque puisse la corriger. Donc laissons ça de côté. Sur les questions européennes, je crois qu'il y a quand même un lien, enfin il y a en tout cas une synchronie entre la crise européenne, qui est d'abord fondamentalement une crise de confiance en soi. Parce que les marchés fonctionnent sur la confiance. Bon, il y a des chiffres, mais il y a aussi ça. La confiance, elle ne porte pas sur les chiffres des sommes à emprunter, elle porte sur les taux. Tout le monde vous le dira. Et c'est une crise de confiance en soi, c'est-à-dire qu'on ne sait plus se situer par rapport à un monde qui a, encore une fois, l'inconvénient d'être. Et notamment en France. Hein, on est mal à l'aise
avec le Nouveau Monde, alors que probablement il présente aussi énormément d'opportunités, et pas seulement en termes de contrats. C'est ce que j'essaye de dire. Et donc, ça met les Européens, en termes économiques, réagissent en ordre dispersé face aux grands chantiers de la mondialisation. Et on voit l'écart entre la France, y compris l'Allemagne. Enfin, comment se fait-il qu'à risque politique égal dans le vaste monde, les uns réussissent très bien, les autres ont plus de difficultés. Donc ça vient plus de nous. Il faut donc repenser la construction européenne en ajoutant, je parle en géographie, une échelle supplémentaire de référence. Il faut sortir de l'échelle carolingienne. On a réussi l'unification de l'Allemagne et la réunification de l'Europe, en quelque sorte. On a su gérer la crise du socialisme réel. Nous ne savons pas gérer la crise du capitalisme réel et nous adapter au monde tel qu'il est. Donc il faut repenser le sens même de la construction européenne en ajoutant cette échelle de référence. Et ça peut se faire par une remise à plat, et là il faudrait y consacrer du temps, hein, une remise à plat en commençant par quelques pays et en essayant de voir quelles sont les réponses qu'on peut apporter ensemble. Sinon, il y aura les phénomènes de mondialisation provoquent des situations et des décisions de désintégration, hein, au-delà des crises, etc. Et le jour où on a des réponses comme ça, je pense qu'il y a des éléments de confiance. Moi, je divise le monde en deux. Hein. Il y a ceux qui pensent qu'ils ont l'avenir devant eux, hein, et puis il y a ceux qui sont très inquiets de leur situation, alors que je pense que ça n'est pas fondé. Donc que les sujets de politique étrangère ne soient pas un sujet de débat, c'est normal, il n'y a pas de circonscription. Hein. La politique étrangère, ce n'est pas une circonscription. On en parlait avec Christophe tout à l'heure. Mais c'est en toile de fond. C'est en toile de fond de tout. Et ça soit encore plus en toile de fond des décisions qui sont prises, qui seront des décisions drastiques. Hein. Drastiques. Tout à l'heure, Bruno parlait de décisions draconiennes. Donc là, il y a tout un travail à faire d'analyse objective de nos intérêts dans ce monde qui s'équipe et pour qui l'Union européenne reste quand même à la fois le premier débouché mondial et le premier fournisseur de biens d'équipement. Hein, donc, mais c'est plus une question psychologique, et je pense que la France est particulièrement affectée par cela, précisément par perte d'une espèce de monopole de valeurs universelles. Hein, on a une espèce de nostalgie, alors qu'en réalité, encore une fois, Bruno, je ne dis pas qu'il y a une attente de France, mais le nombre de gens qui apprennent le français dans cette mondialisation des signes est tout à fait impressionnant. Nous ne répondons pas à la demande, hein, mais c'est tout à fait impressionnant. Le nombre de discussions extrêmement sérieuses qu'on a dans beaucoup de pays en français, hein, à commencer par le Brésil, mais aussi en Russie, en français. Le nombre de gens qui veulent apprendre le français en Inde augmente de manière exponentielle. Donc il y a un intérêt renouvelé, si vous voulez. Mais ça suppose que nous sachions de notre côté être ouverts et hospitaliers. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Je vois une main là. Est-ce qu'il y a d'autres mains ? Une là. Et attendez, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Voilà, allez-y, monsieur. Au niveau des enjeux géostratégiques de l'Europe, je m'aperçois que pour son expansion, elle semble se limiter à la Croatie et à la Serbie, grâce au fait que les deux... Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Pardon, Patrick Hernen, ancien militaire. Il me semble que l'Europe, pour son expansion, veuille se limiter actuellement, peut-être pour les 10 prochaines années à venir, sans doute très difficile, à la Serbie et à la Croatie. J'en viens évidemment à la Turquie moderne, qui depuis 90 ans a toujours été un allié sans faille de l'Europe. Elle n'a jamais fait la guerre à l'Europe. Elle était un des piliers de l'Europe et de l'OTAN contre l'Union soviétique. Et grâce à ce pilier, l'Union soviétique a disparu. Je m'étonne qu'on ne la traite pas un peu mieux, vu les positions géostratégiques qu'elle peut apporter en termes d'énergie, relations politiques avec un monde musulman turbulent, et la Russie, pour ne pas oublier, le Hamas, avec lequel elle parle. Vaste question. On va enchaîner avec la deuxième question. Merci. Paul-Yvan de Saint-Germain. On a beaucoup parlé des BRICS, on a beaucoup parlé aussi de l'Europe, on a parlé des valeurs à propos des BRICS, qui sont des valeurs très différenciées.
mais on n'a pas beaucoup parlé du monde arabo-musulman, du Moyen-Orient. Comment vous voyez l'avenir de la politique étrangère française et européenne par rapport à cette nébuleuse? Merci. Est-ce que quelqu'un veut profiter du micro? Bon, je vais donc, qui est partant parmi les intervenants pour répondre? La Turquie et puis le monde arabo-musulman que Michel Fouché avait mentionné en disant que ça devait figurer sur la shortlist des intérêts communs européens, la politique en direction du monde arabe. Je ne sais pas s'il faut appeler vraiment le monde arabo-musulman, Polyvan, une nébuleuse. J'ai toujours trouvé que cette expression était un peu nébuleuse. Ou alors il faut parler aussi de la nébuleuse occidentale comme ils en parlent, parce que ça m'amuse toujours beaucoup de voir que dans le monde arabo-musulman, on dit oui, mais vous ne devriez pas considérer que nous sommes une entité, nous sommes divers, etc. Et moi, j'ai toujours envie de répondre, bah oui, mais nous, on en parle. On en parle chez nous, entre guillemets, trop souvent, malheureusement, comme vous parlez de l'Occident, une espèce d'Occident mythique qui serait une espèce de construction qui n'a, à mon avis, plus aucune réalité concrète aujourd'hui. Mais pardon, Polyvan, après avoir dit ça, je ne vais pas répondre à votre question. Je vais répondre très brièvement. Sur la Turquie, j'ai dit ce que j'en pensais. Le problème, c'est que la Turquie nous a trop longtemps vendu. Je me souviens d'un débat avec M. Davutoglu en 2005 qui essayait de nous vendre la Turquie sur le thème « Nous sommes la passerelle entre l'Europe et l'Asie, nous allons vous ouvrir sur le monde ». Et ce à quoi il ne comprenait pas quand on lui répondait, en dehors de la blague bien connue selon laquelle les ponts et les passerelles, c'est la première chose qu'on démolit quand il y a une guerre. Et surtout, c'était que les Européens n'avaient absolument pas envie d'être la passerelle et d'avoir la frontière commune avec l'Irak et l'Iran. Et que la candidature turque, il fallait mieux la vendre sur la Turquie comme moteur de croissance économique. À mon avis, ça aurait été beaucoup. Donc c'est pas sûr que cela dit, on peut être à la fois favorable sur le principe, et c'est mon cas, à l'entrée de la Turquie dans l'Union, et trouver que le gouvernement actuel, et M. Erdogan en particulier, ne partage pas les valeurs fondatrices de l'Union européenne. On peut dire les deux en même temps, en tout cas c'est mon cas. Juste un mot sur le désir de France, etc. Je prends note de tout ce que tu dis, Michel, mais je dirais que dans ce cas-là, et je reviens sur ce que je disais en introduction, dans notre rapport à l'étranger, dans la manière dont nous parlons de l'étranger en général, notre politique de bourse et de visa dans les dernières années n'a justement pas, trop souvent, permis de répondre favorablement à ces demandes. Et la manière dont, là je ne parle pas des administrations, mais je parle vraiment du politique, dans le rapport à l'étranger, le discours qu'on a sur l'étranger, entre guillemets, y compris dans cette campagne électorale, n'est pas forcément favorable au maintien de ce fameux désir de France. Un tout dernier mot sur la question de l'influence et de l'OTAN, pour revenir sur un point notamment abordé par Pierre Conessa, mais par d'autres. Je pense que dans le pari du retour, où on n'a jamais le bon mot, parce qu'on ne peut pas dire réintégration. Bon, alors disons réintégration, puisqu'on ne peut pas le dire. De la France dans les structures militaires intégrées de l'OTAN, c'est ça? Voilà, il y avait un double pari d'influence. Un qui, à mon sens, a été gagné, l'autre qui n'a même pas été tenté. Le pari qui n'a pas été tenté, c'était le retour pour favoriser, retrouver, renouer la confiance avec nos partenaires européens pour retenter le pari de l'Europe de la défense. À mon avis, il n'a pas été tenté, et c'est d'abord une des grandes... c'est même pas un pari perdu, c'est à mon avis une promesse non tenue. Deuxièmement, pari qui à mon sens a été gagné, c'est que je ne pense pas qu'on aurait eu un leadership franco-britannique de l'opération de l'OTAN en Libye si la France n'était pas revenue. Alors, on peut être favorable ou défavorable à cette intervention. Mais si on y était plutôt favorable, ou plutôt si on a considéré que c'était plutôt une bonne chose, en tout cas, d'engager cette intervention au moment où elle a été faite, je crois que alors là, la réintégration avait du sens. Si on estime que protéger les populations libyennes, c'était une opération du capitalisme prédateur et du militarisme néoconservateur, dans ce cas, la question tombe d'elle-même. Merci. Est-ce que quelqu'un voulait aussi se lancer dans une réponse? Non. Michel? Oui. Vous parlez d'expansion pour l'Union européenne. Il s'agit plutôt d'un élargissement, comme on dit, enlargement. Il y a un certain épuisement du projet, parce que plus on avance, le progrès, la modernité, ça se diffuse du centre vers la périphérie, plus c'est compliqué, plus le travail de rattrapage est énorme. Donc moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait probablement adapter
les méthodes et les voies, disons, de l'européanisation. Il fallait sortir du tout ou rien des processus d'intégration et avoir des politiques dites de voisinage intelligentes, pour autant qu'il y ait en face des gouvernements qui soient sincèrement attachés. Hein. Je pense évidemment au gouvernement ukrainien. Hein. Et on ne peut pas, malgré les pressions, modifier le cours autoritaire et régressif actuellement de ce gouvernement. Donc c'est vrai qu'en Europe orientale, sur l'isthme Baltique-Mer Noire, il y a presque une compétition de lutte d'influence. Sur la Turquie, dedans, dehors, il faut une politique turque. C'est ça ce qui est intéressant. Même, quelle que soit de même qu'il faut une politique russe. Et les divergences provoquées par la Russie dans l'Union européenne sont plutôt en passe de s'atténuer, en particulier par le changement d'attitude réciproque à Varsovie et à Moscou. À Varsovie, c'est tout à fait spectaculaire, hein, en tout cas pour les partis qui sont au pouvoir. De même que les Baltes sont en train de penser aux bénéfices qu'ils pourraient tirer de la mise en place du Northern Corridor à partir de l'Afghanistan. Brusquement, la coopération avec les Ouzbeks et les Russes devient intéressante. C'est peut-être une illusion, mais... avoir une politique extérieure immédiate de l'Union européenne qui soit adaptée aux réalités. Il faut probablement moins fonds structurels à l'égard des nouveaux membres intégrés en 2004-2007 et une politique plus efficace, plus généreuse à l'égard notamment des Balkans. Là, on est trop généreux d'un côté et pas assez de l'autre. Et sur l'Union pour la Méditerranée, vous savez qu'il y a eu un débat à l'origine sur le format de cette initiative. C'est une initiative qui avait le mérite de mettre à parité les décideurs du Nord et du Sud. Et on a pris ce qui était là à ce moment-là. Il ne faut pas non plus réécrire l'histoire de manière injuste. Simplement, ce n'était pas le format idéal, parce qu'on intégrait les mêmes inconvénients qu'à Barcelone, c'est-à-dire on a importé la question israélo-palestinienne. Donc à chaque fois qu'on parle de l'eau, il y a un problème israélo-palestinien. Si on parle de pollution, etc., etc. Et donc le bon format, c'était celui à l'origine proposé par le Quai d'Orsay, c'était le 5+5, Méditerranée occidentale. Aujourd'hui, l'Union européenne, le Service européen d'action extérieure, réfléchit à un format où il y aurait d'une part du bilatéral Union européenne-Israël en tant que tel, du bilatéral Union européenne territoire palestinien, et on est très généreux, plus d'1 milliard d'euros par an, et puis par ailleurs de l'euro arabe en tant que tel, sans que les questions qui nous échappent complètement puissent interférer. Donc c'est l'état de la réflexion actuellement au Service européen d'action extérieure. C'est une information qui date de la fin de la semaine dernière. Très intéressant. Il va falloir travailler avec les Allemands là-dessus, j'imagine aussi. Évidemment. J'ai envie de me livrer à un petit exercice qui va peut-être paraître superficiel, mais il faut me pardonner, je suis journaliste. J'ai envie de demander à la salle de lever la main et de répondre à 2 questions. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que la France, à votre avis, a perdu sa singularité en rentrant dans les structures militaires intégrées de l'OTAN, sa singularité en termes de messages lancés au monde? Et la deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous croyez que les pays émergents démocratiques, alors je parle de l'Inde, du Brésil et de l'Afrique du Sud en particulier, est-ce que vous croyez que ces pays émergents démocratiques ont les mêmes valeurs que nous et sont des partenaires absolus pour notre politique étrangère? Alors la première question... Vote à bulletin secret. Voilà. Est-ce que la France a perdu sa singularité en rentrant dans l'OTAN? Est-ce que vous pensez que la France a perdu? Levez la main si vous pensez que la France a perdu sa singularité en rentrant dans l'OTAN. D'accord. Voilà. Donc ceux qui le pensent sont dans cette salle une minorité, ce qui dit quelque chose. À la deuxième question, est-ce que les bon, je n'allais pas dire les BRICS parce que je ne compte pas la Russie, les BRICS, le Brésil, Inde, Afrique du Sud, est-ce qu'ils ont les mêmes valeurs que nous? Est-ce qu'ils sont des partenaires naturels en phase avec nous dans la politique étrangère? Levez la main si vous pensez que oui. Voilà. Oui, alors les intervenants ont le droit de voter. Alors j'ai oublié. Alors là, oui. Alors les 3 intervenants pensent que oui. Et les 3... Brésil, Inde, Afrique du Sud. Brésil, Inde, Afrique du Sud. Hein. Je compte pas la Chine ni la Russie. On peut dire surtout Brésil et Inde ou... Les démocratiques. Brésil, Inde.
D'accord. Bon, le Brésil d'abord. D'accord. Okay. Et donc, là, dans la salle, il y a plus de convaincus qu'à ma première question. Et les intervenants pensent quoi de ma première question? Est-ce que la France a perdu sa singularité en rentrant dans l'OTAN? Mais ce n'est pas en entrant dans l'OTAN. D'accord. C'est la tendance naturelle de l'évolution des sociétés, des technologies, des médias et de l'économie. C'est... Voilà, bon, alors ne partez pas, il y a une deuxième table ronde qui va être encore meilleure et qui parlera des moyens.